Notre invité ce matin, Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif toujours. Arnaud Montebourg, on va parler de la téléphonie mobile pour commencer. Est-il vrai qu'Orange rachèterait Bouygues Telecom? Écoutez, je n'ai pas d'informations à donner. Je lis la presse comme vous. Oui. Je ne peux pas le faire car ce sont des entreprises qui sont cotées. Donc il ne m'appartient pas de faire de moins de commentaires sur ce qui est vrai ou pas. C'est à eux de donner les informations. En revanche, le gouvernement, depuis maintenant 2 ans, se bat pour reconstruire un secteur des télécoms qui est en ruine. L'arrivée de Free a été une bonne chose pour les consommateurs, ça a permis de casser la rente. Un voyou, mais bon. Non, c'est pas ce que vous avez dit? Non, jamais. J'ai toujours dit que Free avait servi la cause du consommateur. C'est-à-dire qu'il a fait baisser les prix, il a cassé une rente, des ententes. D'ailleurs, il y a eu des condamnations des grands opérateurs de l'époque, il y a une dizaine d'années. Mais nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui à avoir une concurrence échevelée avec les prix à peu près les plus bas du monde. Pourquoi? Parce que quand vous multipliez les opérateurs qui se battent entre eux, ils n'investissent plus, ils détruisent les emplois, ils perdent leur marge. Je voudrais vous donner un exemple. Aux États-Unis, pour 300 millions de clients, il y a 3 opérateurs. En Chine, 800 millions de clients, 2,5. En Europe, 400 millions de clients, 120. Donc c'est la guerre entre tous, pendant que Gulliver et les plateformes Internet mondiales, les géants d'Internet mondial s'installent sur nos ordinateurs et smartphones, les opérateurs téléphoniques se battent entre eux, c'est les Lilliputiens. Donc un de trop en France. C'est un bon équilibre. 1 de trop en France. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'acquis de la baisse des prix ne sera pas remis en cause, puisque si Free reste là, il maintiendra sa concurrence agressive de baisse des prix, mais nous aurons les moyens d'investir dans la fibre. Attendez, je vais vous dire ce que c'est que la fibre. La fibre, c'est le très haut débit pour tous les Français. Ça va nous coûter 20 milliards. Vous croyez que nous allons lever des impôts pour faire ça? Nous préférons que ce soit les opérateurs qui le fassent. Pour ça, ils ont besoin d'être forts, puissants, et d'être nos navires. On les connaît, Free. Premier. Le second, on le connaît, Numéricable SFR. Et le troisième, Orange Bouygues, c'est pas mal. En tout cas, le gouvernement soutiendra. Vous êtes actionnaire. Oui. Bon, vous êtes actionnaire. Est-ce que vous avez été prévenu d'une ouverture de discussion entre Orange et Bouygues? Il y a, monsieur Bourdin, je peux pas tout vous dire. Mais vous avez été prévenu. Je ne peux pas tout vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des discussions multiples. De part et d'autre. Donc oui, vous dites, il y a des discussions. Orange discute avec Bouygues. Mais il y a d'autres discussions qui existent. Mais il y a celle-là. Mais celle-là existe, elle est d'ailleurs dans la presse. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement est favorable et encourage le retour à 3 opérateurs. Voilà. Et vous dites aussi, je ne comprends pas, dans ce secteur, qui est un secteur porteur, je ne comprends pas qu'on puisse supprimer des emplois. Ben oui, parce qu'on a connu des plans sociaux chez Bouygues Télécom, on a connu des plans sociaux chez SFR, on a connu des plans sociaux dans les services, par exemple, Phone House a fermé, il y a eu des emplois perdus, donc il y a eu trop de destruction d'emplois. Notre sujet, et mon sujet, comme disent l'économie, c'est qu'un secteur en croissance, il crée des emplois, il n'en détruit pas. Donc moi, mon travail, c'est d'éviter la casse sociale. Voilà. Bien, le décret Valls-Montebourg, Montebourg-Valls, comme on voudra. Valls, parce que c'est le décret du Premier ministre. Signé par le Premier ministre, mais inspiré par Arnaud Montebourg. C'est une proposition du ministre de l'économie. Vous avez faite le 1er mai dernier? Ces derniers jours, en effet. Le 1er mai? Ces derniers jours. Vous savez beaucoup de choses. Non, mais je sais beaucoup de choses. Mais je ne me trompe pas parce que vous me démentiriez. Ce décret, que dit-il? Il élargit la liste des investissements étrangers soumis à autorisation, c'est cela? Il élargit cette liste à des secteurs qui n'étaient pas prévus. À l'origine, ça date de 2005. Dominique de Villepin à l'époque. Élargi à quoi? À l'énergie, à l'eau, au transport, aux communications, à la santé. On est bien d'accord. C'est exact. Ça représente quoi? Ça représente près d'un tiers des entreprises du CAC 40, si on veut transposer. C'est bien cela. Oui, à peu près. Alors, que dit-il dans votre esprit, ce décret? Quelles règles il instaure? Il permet de protéger les intérêts stratégiques de notre pays. Prenons le cas d'Alstom, c'est un très bon exemple. Oui. Alstom fabrique les turbines qui fabriquent l'électricité à la sortie de nos 58 centrales nucléaires. Et quand Areva va construire un réacteur dans le monde, c'est généralement, même le plus souvent, Alstom qui est en quelque sorte son accompagnateur. Si nous défendons notre indépendance énergétique, il est normal que nous ne soyons pas pour le fonctionnement, la maintenance de nos centrales nucléaires dans la main d'une entreprise étrangère où il faudra aller dans le Connecticut ou je ne sais où
pour discuter de nos intérêts industriels. Et si cette entreprise étrangère, un conglomérat de 250 milliards, General Electric, 4e entreprise américaine, concurrente dans le nucléaire d'Areva également et de Alstom, eh bien, décidait de fermer, d'arrêter cette activité, qu'est-ce qui se passerait? Nous serions dans la main d'entreprises étrangères. Donc, un État, comme tous les États du monde, ne peut pas organiser la protection de ses intérêts stratégiques dans la santé, dans les transports, dans l'eau ou dans l'indépendance énergétique. Je vais revenir sur ce débat patriotisme économique ou protectionnisme, on va y revenir. Mais vous n'avez pas aimé ne pas être prévenu par Monsieur Cron, le patron d'Alstom, Arnaud Montebourg, c'est vrai? Il n'est pas. C'est vrai. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. J'ai vu l'ancien Premier ministre François Fillon qui s'en est dit choqué. Tout le monde considère que ce n'est pas normal, ni d'ailleurs habituel. Il m'a pris pour un con, je vais en faire du petit bois. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, Monsieur Bourdin. Presque. Et je dément ces propos. Bon, je vous dis, quel est l'État dans le monde qui accepterait qu'en 72 heures, une entreprise de 95 000 salariés, 20 milliards de chiffre d'affaires, 18 000 salariés en France, qui vit de la commande publique, entreprise qu'on a sauvée avec l'argent des contribuables il y a 10 ans, en 72 heures, elle soit vendue à 75% à une entreprise sans que le gouvernement n'ait été associé à cela? Je vais vous dire une chose. Nous sommes favorables à des alliances, pas des rachats et pas des disparitions. Et pas du dépeçage, où on coupe en morceaux et on dévore. Nous sommes favorables à des alliances. D'ailleurs, General Electric a une alliance, par exemple, avec Safran, qui fabrique les moteurs d'avion. Est-ce que vous savez que grâce à cette alliance, ces deux entreprises associées à 50-50 ont fabriqué 25 000 moteurs d'avion dans le monde. Toutes les 2 secondes, il y a un avion qui atterrit ou qui décolle avec un de ces moteurs. C'est une réussite franco-américaine géniale. Eh bien, j'ai dit à M. Immel, nous préférons des alliances. Par exemple, quand M. Lévy, qui est le patron de Publicis, a dit « Je veux faire une alliance entre égaux avec Omnicom », vous ne m'avez pas entendu dire un mot. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'ils ne sont pas mis d'accord finalement. Mais vous n'avez pas entendu dire un mot. Quand on a fait une alliance pour relancer PSA avec les Chinois, où l'État a pris 14% du capital, les Chinois ont pris 14% du capital. L'État ne prendra pas de capital d'Alstom. On n'en sait rien, on verra. Ah, c'est pas certain. On va regarder. L'État pourrait entrer dans le capital. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne l'exclus pas, mais nous n'interdisons rien. Pourquoi? Parce que nous construisons une alliance. Et ce décret a pour but de construire des alliances entre égaux. Il n'a pas pour but de bloquer. D'ailleurs, je vais vous dire, les États-Unis d'Amérique, ils ne se gênent pas. Il y a eu en 2012, c'était sous le président Obama, 114 contrôles et 10 mesures de blocage sur des entreprises, et y compris françaises d'ailleurs. Une seule prise par Obama, le reste c'est l'administration américaine qui a pris la décision. Dites-moi Arnaud Montebourg, les conséquences pour Alstom aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce qu'on en est dans ce dossier? Où en est-on? Parce que les Français ne comprennent plus. Où en est-on? Eh bien, je vais recevoir aujourd'hui les représentants de General Electric. Il y a aujourd'hui des équipes qui travaillent du côté de Siemens. Il y a 2 offres qui sont sur la table. Je vais recevoir la semaine prochaine les syndicats d'Alstom. J'ai reçu déjà les grandes confédérations. Mais on ne peut pas imaginer la totalité des groupes parlementaires. L'énergie d'Alstom vendue à General Electric et les transports vendus à Siemens. On ne peut pas penser à ça. Nous ne sommes pas à vendre, monsieur. La France n'est pas à vendre. Ne sera pas la France n'est pas. Ça veut dire qu'Alstom ne sera pas racheté. Je ne sais pas. Ce que je sais, nous n'en sommes pas là. Nous ne connaissons pas le point d'atterrissage. Ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas des proies. Surtout dans ces domaines stratégiques. Nous avons à nouer des alliances. C'est la position. Mettra son veto. C'est la position pour défendre Alstom. Laissez-moi répondre à la précédente question ou interrompre vos questions par mes réponses. Non, parce qu'elles se complètent, mes questions. Mais je voudrais pouvoir vous expliquer. Notre stratégie, c'est non au dépeçage, oui aux alliances. L'alliance, elle peut se faire avec General Electric. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais cela peut évoluer. D'ailleurs, j'ai écrit dans une lettre qui a été rendue publique, après la visite du patron de General Electric à l'Élysée, au président de General Electric, pour lui dire « Nous préférons une alliance ». Et par ailleurs, il y a beaucoup d'industriels français de la filière ferroviaire qui s'inquiètent de la petitesse d'Alstom une fois la branche énergie cédée ou vendue. D'où la question qui a été posée, y compris par Siemens. Siemens dit « Nous vous proposons une double alliance. Un leader franco-allemand à direction allemande et un autre leader franco-allemand à direction française. » C'est une autre proposition. Ça serait pas mal de faire ça avec General Electric aussi. Sur le papier, ça peut marcher, mais il y a un certain nombre de risques, et y compris sociaux. Donc vous n'excluez pas
l'entrée de l'État dans le capital. Au cas où. En tout cas, on ne se l'interdira jamais. Bon. Pour une raison simple, c'est que, je vais vous dire, Monsieur Bourdin, oui. Nous avons, grâce à la BPI, la Banque publique d'investissement, de l'argent. Nous avons 3000 participations dans les entreprises en France. Il y a, avec l'Agence des participations de l'État, 71 participations, parfois minoritaires, parfois majoritaires, surtout minoritaires, pour un portefeuille de 110 milliards d'euros. Donc nous sommes habitués à avoir un fonds souverain qui intervient dans le capital des entreprises. Donc ne pas se l'interdire est, je crois, une bonne méthode de travail. Carmont, le 24 avril, François Hollande déclare: à l'époque de Jaurès, il y avait déjà ce type d'illusionniste qui proposait il y a 100 ans de s'abstraire de la compétition, d'établir le protectionnisme et de fermer les frontières. Vous êtes un illusionniste? Je ne me sens pas du tout visé, M. Baudin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, la manière de renforcer la France dans la mondialisation, c'est justement de construire des leaders mondiaux, avec une base industrielle française très forte. Donc c'est au contraire se renforcer dans la bataille mondiale. Mais est-ce que vous ne dissuadez pas les investisseurs étrangers désireux de venir en France? J'ai entendu ça dans la bouche de Pierre Gattaz, dans la bouche d'autres. Je crois d'abord, la meilleure réponse, c'est que les investisseurs, ceux qui veulent racheter Alstom, ils continuent. C'est donc qu'ils ne se sont pas retirés. Pourquoi? Ils vont juste venir discuter sur la base de règles du jeu très claires, et d'ailleurs tout à fait rassurantes, parce qu'elles existent dans tous les pays européens, elles existent aux États-Unis. Ils vont juste venir discuter. S'agissant du nucléaire, c'est quand même tout à fait normal. Avec nous. Et avec le gouvernement qui défend les intérêts de la France. Et je vais vous dire, quelle est la première destination des investissements étrangers dans le monde? Les États-Unis d'Amérique. C'est la patrie la plus tatillonne dans le contrôle des investissements étrangers. Donc ça n'a pas de rapport. Le marché public d'ailleurs. Je ne parle même pas de la commande publique. C'est encore plus rigoureux et dur dans les exigences. En France, eh bien, je vous dis, il y a un afflux. Par exemple, quand vous allez investir en Chine, vous êtes obligé de faire des joint ventures. Vous êtes obligé de vous associer avec un Chinois très fermé. Et pourtant, il y a un afflux d'investissements étrangers en Chine. D'ailleurs, on aimerait qu'il y ait un afflux d'investissements chinois en France. Bruxelles. Vous avez vu les remarques de Bruxelles. Qu'est-ce que vous dites à Bruxelles? D'abord, elles sont légitimes, mais j'ai noté que les propos du commissaire européen reconnaissaient la légitimité de la protection de nos intérêts stratégiques. Pourquoi? Parce que dans la quasi-totalité des pays européens, les grands pays, Italie, Espagne, Allemagne, même Royaume-Uni, cette législation existe. Donc, nous n'avons pas elle est moins contraignante, elle est moins large que chez nous. Ça dépend. Il y en a d'autres qui le sont davantage, d'autres qui le sont moins. Il n'y a pas de contraintes, pratiquement pas. L'Allemagne a des contraintes moins que nous, et l'Italie et l'Espagne ont des contraintes moins que nous. C'est votre appréciation, ce n'est pas la nôtre. Nous considérons que nous sommes parfaitement en ligne avec les exigences européennes. Bon, parfaitement en ligne. Donc, au diable Bruxelles. Non, nous allons en discuter avec eux. J'ai d'ailleurs appelé le commissaire européen pour le lui signaler. Et nous avons donc transmis le dossier. Quelles que soient les remarques de Bruxelles, vous irez au bout. Je crois, Monsieur Bourdin, que vous avez raison. Oui, peu importe Bruxelles. Non, c'est pas peu importe. Nous allons discuter, les élections européennes arrivent, ça tombe bien. Non, on a un calendrier économique là. Ah oui. On a un calendrier économique. Rien à voir avec le calendrier politique. Je ne crois pas qu'un scrutin peut changer avec un décret. En revanche, des milliers de salariés peuvent voir leur destin changer avec ce décret. Donc patriotisme économique. Vous le dites, vous revendiquez. Patriotisme économique. Oui, d'ailleurs ça peut être un patriotisme européen aussi. Alors justement, ce patriotisme, pourquoi est-ce que vous ne l'exprimez pas dans les négociations qui sont en cours entre l'Europe et les États-Unis? Je crois que ces négociations de libre-échange. C'est un dossier, très long. Non, c'est un dossier qui est directement géré par les commissaires européens, qui négocient en notre nom, ce qui est un problème. Pourquoi? Parce que les États membres n'ont pas les informations suffisantes. Et nous avons, avec Laurent Fabius, qui représente la France... Vous n'avez pas d'informations suffisantes, vous, aujourd'hui? Nous considérons que nous n'avons pas d'informations suffisantes sur la marche qui est en train de suivre l'Union européenne. Vous craignez? Donc, nous souhaitons être associés à ces négociations. Voilà. Et c'est une manière de dire que nous n'accepterons pas n'importe quoi. Et que la France, elle l'a dit quand le mandat a été fixé sur l'exception culturelle, sur la protection de nos valeurs, notamment en matière agricole, et y compris sur les intérêts numériques et industriels de la France, nous souhaitons que nos intérêts soient défendus et entendus. Arnaud Montebourg, est-ce qu'il est prévu de privatiser les autoroutes? Parce que j'ai entendu ça, ici ou là.
Privatiser les autoroutes, mais elles sont privatisées. Nationaliser, pardon, les autoroutes. Je n'ai pas d'informations de cette nature. Vous devriez interroger le ministère du Transport. Ségolène Royal. Frédéric Cuvillier et Madame Royal, qui sont en charge de ce dossier. Je n'ai pas d'informations à vous donner, Monsieur Bourdin. Bon, Madame Royal, qui est un peu personnelle en ce moment, vous avez vu? Non, je ne crois pas. Ségolène Royal est une amie, j'ai été son porte-parole. Et elle est méprisée par certains ministres, dit-elle. Écoutez, elle a mon affection et mon amitié. Elle le sait d'ailleurs, car nous entendons très bien. Oui, très bon. Écoutez, moi c'est parfait, elle va être très satisfaite, vous allez la voir. Je crois dans peu de temps. Tout à l'heure. Bon. J'ai appris il y a quelques minutes que Manuel Valls avait fait des annonces sur Europe 1 concernant l'impôt payé par les Français. 2010, 17 millions de Français payaient l'impôt sur le revenu. 2013, 20 millions. 3 millions de plus quand même, en l'espace de 3 ans. C'est insupportable, dit-il. Alors nous avons pris des mesures pour faire sortir 1 800 000 Français, ménages de Français, leur permettre de sortir de l'impôt sur le revenu 3 fois plus que ce qui a été annoncé initialement. C'était indispensable, ça. C'était vraiment... C'est une décision de justice sociale. Oui. Et en même temps d'efficacité économique, car nous voyons bien que dans l'économie, nous avons fait beaucoup pour les entreprises. Nous sommes en train de faire beaucoup. C'est la première fois, attendez, je termine. C'est la première fois que, dans l'histoire de notre pays, on a décidé finalement de rassembler tous les Français autour de leurs entreprises pour que celles-ci retrouvent de la santé, puissent investir et embaucher. Donc c'est finalement l'alliance des forces des Français autour de l'appareil productif. C'est un effort considérable. C'est ce que nous appelons retrouver la compétitivité, c'est-à-dire être capable de diminuer nos coûts de production, vendre à l'extérieur et retrouver de la richesse qui nous manque aujourd'hui. Qui manque aux Français, qui ne consomment plus, qui n'ont pas consommé au premier trimestre. C'est là ma remarque, Monsieur Bourdin, c'est qu'on a un problème de demande et de pouvoir d'achat. Et la réponse du Premier ministre, qui est un peu semblable à celle de Matteo Renzi en Italie, qui a dit 10 milliards pour 10 millions d'Italiens. Il y a là 1 milliard supplémentaire, en plus des 5 milliards qui ont été mobilisés dans la discussion sur le pacte de responsabilité pour les ménages et ceux qui ont été assujettis à l'impôt et qui ont des revenus trop modestes. Croissance zéro au premier trimestre, baisse de l'investissement, recul de la consommation. C'est le retournement qui arrive? Ce ne sont pas des bons résultats. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans la zone euro... Vous êtes comme Soran, vous voyez le retournement, enfin c'est pas vous, c'est le président de la République. Moi je ne fais pas de pronostic, Monsieur Bourdin. Vous n'êtes pas comme François Hollande. Je ne sais pas, mais mon rôle n'est pas de faire des pronostics, mon rôle d'être un militant de la croissance. Et pour obtenir la croissance, ce que je sais quand je regarde les contre-performances de la totalité de la zone euro, un seul chiffre pour l'illustrer, Monsieur Bourdin. En 2009, les États-Unis et la zone euro avaient, dans la crise, le même taux de chômage. Les États-Unis ont créé 4 millions de chômeurs en moins, 4 millions d'emplois en moins, donc 4 millions de chômeurs en moins, et nous, c'est 4 millions de chômeurs en plus. Donc les contre-performances de la politique, des plans d'austérité partout, de la politique monétaire... On n'en pouvait plus de cette austérité européenne. Et de la politique monétaire. De cet euro trop fort. Il n'empêche que l'Allemagne fait plus 0,8 de croissance au premier trimestre avec un euro fort. Oui, les Pays-Bas font moins 1, 5. Regardez ce qui se passe en Italie, en Espagne. C'est difficile. Donc nous n'avons pas aujourd'hui une équipe à la tête de l'Union européenne qui est en mesure de nous apporter ce qu'elle nous avait promis, c'est-à-dire la croissance. Mais François Hollande aussi nous avait promis. Il avait annoncé des initiatives communes avec Angela Merkel lorsque il s'est présenté à la présidence de la République. Il n'y a pas eu de renégociation du traité européen. Vous le savez bien. Mais il y a surtout... On a été faible. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan de relance. Le président de la République a été faible. Allez-y. Je vous réponds parce que je ne peux pas répondre à 3 questions en même temps. J'essaie de vous suivre. Vous allez plus vite que moi. C'est difficile pour moi de vous suivre. Vous êtes très fort. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Parfois, il y a des hommes politiques qui vous prennent la main ou qui vous disent avant l'interview comment va votre fils, comment va votre femme, ou comment vous savez pour vous mettre dans le. Non, je fais rien de tout ça. Non, je le sais. Ce que je veux vous dire, si je ne perds pas le fil, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons aujourd'hui une revendication, par exemple, de toutes les organisations syndicales de l'Union européenne, la Confédération européenne des syndicats, qui disent il faut mobiliser 2% de la richesse européenne et la réinjecter à travers des plans d'investissement massifs dans l'économie. Car les États sont surendettés, ils doivent rétablir les comptes publics, mais il n'y a pas de dette au plan européen.
Non. Donc on pourrait le faire au plan fédéral, si je peux employer cette expression. Et donc la proposition, au niveau européen. C'est une proposition que le gouvernement français soutient. Quand nous discutons avec les autorités européennes, nous leur demandons sur la Banque centrale, il faut baisser l'euro, ça va nous aider. Faire ce que fait la Banque centrale américaine, la Banque centrale japonaise, la Banque centrale anglaise, qui a obtenu, malgré une politique budgétaire dure, grâce à une politique monétaire très souple, très accommodante, a obtenu quand même des résultats en croissance très forts, très bons. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est un combat. Qui gouverne? Ce sera ma dernière question. Qui gouverne? Manuel Valls, c'est vous ou François Hollande? Écoutez, la réponse est dans la Constitution du 4 octobre 1958. Merci Arnaud Montebourg. Merci. Il est 8h57. Vous êtes sur RMC BFM TV. Merci à vous, Monsieur Bourdin.